Chers étudiants, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. J'ai l'immense plaisir et honneur de présider cette table qui doit nous présenter la mise à l'épreuve du Green Deal. Et je ne sais pas si vous avez déjà vérifié ce que signifie, d'un point de vue étymologique, l'épreuve. Vous en avez déjà eu l'occasion à plusieurs reprises au cœur de nos universités, mais au sens étymologique du terme, épreuve, c'est l'expérience à laquelle on soumet la qualité d'une personne ou d'une chose et qui est susceptible d'établir la valeur positive de cette qualité. Nous avons entendu tout à l'heure que le Green Deal devait répondre à ce que l'on appelle la crise climatique et devait répondre tout particulièrement aux risques que font encourir le changement climatique et la dégradation de l'environnement qui, selon la Commission européenne, représente et constitue une menace existentielle pour l'Europe, pour le reste du monde, et la Commission ne le précise pas, et sans doute, on le sait, pour l'humanité. Alors, pour relever ces défis, nous avons recherché dans cette première table, je crois qu'elle y a largement répondu, chercher à savoir si véritablement le Green Deal répondait ou était en mesure de répondre à cette crise profonde qui secoue notamment l'Europe, était en mesure de proposer des modèles de résilience, on l'a compris, plutôt seulement de transition. Le Green Deal est-il en mesure de proposer une véritable transformation ? C'est le terme qui est régulièrement repris dans les documents de l'Union européenne, une véritable transformation. Monsieur Biteau tout à l'heure parlait de bifurcation, une véritable transformation. Et cette transformation, je vous propose pour cette table de l'envisager comme étant une transformation qui propose véritablement un changement complet de caractère, ça c'est encore une définition, de manière d'être de nos systèmes de droit. Est-ce que le Green Deal est un instrument qui est susceptible de proposer un changement, une transformation du système de droit qu'est l'Union européenne, et un système de droit qui est interdépendant avec d'autres systèmes, les systèmes nationaux, les systèmes internationaux. Est-il en mesure de proposer ce changement alors même que la situation climatique, l'urgence climatique, implique l'adoption de mesures qui sont d'ordre exceptionnel, de mesures qui reposent sur des dispositifs dérogatoires, de mesures qui donc interrogent quant à la nature, et d'ailleurs il l'a évoqué, enfin plusieurs intervenants d'ailleurs l'ont évoqué tout à l'heure, est-ce que ce Green Deal, adopté avant les crises dont nous allons parler et la guerre dont nous allons parler à l'instant, repose sur des moyens que l'on pourrait utiliser en temps normal, ou au contraire, est-ce qu'il s'agit là de dispositifs d'urgence, d'exception, susceptibles aussi de menacer les valeurs de l'Union européenne, les valeurs et les principes qui sous-tendent sa construction et sa constitution. Que veut dire l'Union européenne lorsqu'elle parle de menaces existentielles ? Qu'est-ce qui constitue ou quelles sont les conditions de l'existence de l'Union européenne ? Pour ne pas être trop longue, je ne répondrai pas immédiatement à cette question. Simplement, les termes de solidarité, de construction transnationale, de valeurs aussi, qui actuellement sont en crise au sein de l'Union européenne, vont certainement devoir guider notre propos et nous l'approfondirons ensuite. L'Union européenne est une construction transnationale et supranationale qui repose sur la réalisation d'un marché, qui repose sur d'autres espaces d'intégration tels que l'espace de liberté, de sécurité et de justice et l'union économique et monétaire notamment. Et c'est à l'aune de ces éléments que je vous propose d'apprécier les secousses qui perturbent et à l'aune desquelles nous devons apprécier l'intérêt de ce Green Deal. Car plusieurs instruments ont été adoptés à l'issue de la crise de la Covid. Par exemple, un tiers du plan de relance Next Generation EU sera dédié au financement du pacte vert. La guerre en Ukraine, elle aussi, et ce contexte de guerre en Ukraine, va favoriser l'adoption d'un certain nombre de plans.
baptisé par exemple REP Power EU, dont Hugo Flavier certainement va nous parler. Ces crises qui se succèdent à la crise, à la crise climatique, je ne sais pas, moi je ne suis pas très à l'aise pour parler de crise climatique. Je pense qu'il y a une urgence qui est liée à ce réchauffement climatique et je pense qu'on est au-delà de la question de la simple crise. En tout cas, ces événements ont suscité au sein de l'Union européenne l'adoption de différentes sources de financement qui montrent la capacité d'intervention économique de l'Union européenne, qui mettent à nouveau en évidence et qui interrogent la façon dont l'Union peut faire valoir sa puissance étatique. Et nous allons ensemble mesurer comment le Green Deal répond véritablement à cette interrogation du serment. Et là, j'aimerais simplement renvoyer à le serment vert dont nous parlions tout à l'heure, à un ouvrage, je ne ferai que l'évoquer, mais pour les étudiants et pour nous tous ici, un ouvrage d'Alain Boyer, Chose promise, et qui nous parle des deux monstres qui pèsent, que l'humanité doit conjurer dans les promesses auxquelles elle doit s'engager, la guerre civile et la tyrannie. C'est donc au regard de l'ensemble de ces mots, qui j'espère ne résument pas du tout, ou en tout cas j'ai essayé d'attraper quelques idées pour présenter au mieux nos travaux cet après-midi. C'est avec honneur donc j'accueille tout d'abord Delphine Placidi-Frot, qui est bien connue dans cette université, l'université Paris-Saclay. Delphine, tu es spécialiste de sciences politiques et tu as notamment soutenu une thèse, sur le multilatéralisme onusien dans les politiques extérieures françaises et russes, ressources et contraintes de la coopération internationale. J'ai noté également dans ton parcours, et je sais que ça n'est qu'un élément, que tu t'étais intéressé tout particulièrement, et c'est un point commun avec notre autre intervenant, que tu t'étais intéressé particulièrement à la question de l'Europe dans la construction politique et identitaire russe du XIXe siècle à nos jours. Par ailleurs, car tu es une personnalité riche de recherche et d'intérêt, tu t'es intéressé tout particulièrement et tu développes tes recherches aujourd'hui sur la crise sanitaire et la question de la santé en Europe, ce que tu nous présenteras en premier lieu. En second temps, nous accueillerons donc Hugo Flavier. Hugo Flavier est maître de conférence à Bordeaux 4, et Hugo Flavier est particulièrement connu pour s'être intéressé à un pan de la lecture du droit européen qui est un peu moins observé, c'est vrai, je trouve, de façon générale, c'est-à-dire la question des relations extérieures, mais mieux que cela, Hugo Flavier a soutenu une thèse il y a quelque temps et a approfondi son sillon sur la contribution des relations extérieures à la construction de l'ordre constitutionnel de l'Union européenne. Donc la façon dont la question des relations extérieures construisent et contribuent à l'ordre constitutionnel de l'Union. Je crois qu'il en sera aussi question aujourd'hui. Et puis Hugo Flavier est également approfondit ses recherches également sur la question de la puissance russe entre émergence et renaissance. Il s'intéresse donc aux relations extérieures de l'Union européenne, mais aussi au régime et aux droits politiques des pays post-soviétiques. Alors, pour savoir comment les crises, la crise sanitaire, puis ensuite la guerre en Ukraine, troublent et perturbent ou au contraire enrichissent la contribution du Green Deal au réchauffement et à la lutte contre le réchauffement climatique, je donne la parole immédiatement à Delphine Placidi-Frot pour la question de la crise sanitaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je suis à la fois très flattée et en même temps un peu abasourdie non pas de ta présentation, mais d'être sur cette chaire cet après-midi. Non seulement parce que je ne suis pas européaniste, même si j'ai un tout petit peu touché aux questions européennes, comme tu l'as rappelé, plus en fait par le Conseil de l'Europe via la Russie que véritablement par l'Union européenne. En plus parce que je ne suis pas non plus une spécialiste de questions de santé. Je commence à m'y intéresser depuis un an ou deux, mais à la base, j'ai quand même plus travaillé sur les questions de maintien de la paix, de coopération diplomatique, etc. Et que donc j'ai regardé tous ces objets par le haut, et qu'enfin, je ne suis pas juriste. Voilà. Donc, voilà. Ça fait beaucoup, hein, voilà.
Voilà. Et enfin, qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle que je côtoie régulièrement et donc qui vont mesurer aussi l'ampleur de mon impuissance à répondre au sujet. Enfin, et pour quand même rentrer dans le cœur du sujet, la thématique qui m'a été demandée d'approfondir, la question de la politique européenne de santé à la lumière du Green Deal, m'a fait découvrir assez rapidement, quand je me suis plongée dans le sujet, que le Green Deal n'inclut pas stricto sensu le volet santé dans les 8 piliers du Green Deal. Donc je me suis dit, non seulement je suis illégitime pour répondre à la question, mais en plus la question ne se pose pas, ou presque, puisque le Green Deal ne concerne pas, lorsqu'il est adopté officiellement, présenté en tout cas officiellement en décembre 2019 par Ursula von der Leyen, qui vient juste d'être élue, il n'y a pas de volet santé parmi les 8 actions cibles, que je ne vous rappellerai pas, on en a déjà beaucoup parlé. Le Green Deal, on l'a évoqué, est conçu comme une nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne, qui est tournée vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans la lignée des promoteurs qu'on n'a pas simplement au sein de l'Union européenne, mais aussi dans la plupart des autres organisations régionales et internationales, autour d'une croissance supposément écologiquement soutenable, tout en créant des emplois et, je cite, et c'est là peut-être qu'apparaît incidemment la santé, en améliorant le bien-être et la santé des citoyens et des générations futures. À l'origine, donc, la santé publique ne figure pas parmi les politiques publiques phares du Pacte vert, même si elle en constitue donc allusivement une des finalités, et qu'un certain nombre de cibles qui vont principalement toucher aux questions de santé environnementale, j'y reviendrai en conclusion, s'y réfèrent implicitement, surtout d'ailleurs en termes de réduction des pollutions, que ce soit l'air pur, l'eau propre, les sols sains, la biodiversité, les aliments sains et abordables, les énergies plus propres, la réduction de la pollution atmosphérique et la réduction de la pollution liée aux déchets plastiques et aux microplastiques. Si on remonte un petit peu plus en arrière, je vais, en tant que politiste, remonter un petit peu dans le temps, plus précisément au livre blanc sur l'avenir de l'Europe, qui a été présenté en 2017 par la commission Juncker dans le contexte du Brexit encore brûlant, ni la santé, ni même d'ailleurs l'environnement ne figurent non plus parmi les priorités d'aucun des 5 scénarios qui sont proposés, y compris les plus ambitieux en termes de poursuite et d'intégration européenne. J'ai même envie de dire au contraire, les questions de santé et d'environnement sont évacuées quasiment des scénarios qui sont envisagés pour approfondir ou essayer de maintenir l'Europe à flot. Rappelons également que lors des négociations sur le budget et sur le périmètre du 4e programme santé pluriannuel 2021-2027, il est question carrément d'intégrer la santé dans le Fonds social européen+, le FSE+, et donc de ne plus avoir un programme santé autonome. Autrement dit, la question des enjeux sanitaires à l'intérieur de l'Europe est plutôt un dossier qui est non pas en voie de régression, mais en tout cas qui n'est plus véritablement prioritaire, jusqu'à ce que le Covid déferle sur l'Italie puis l'ensemble de l'Europe en janvier-février 2020, et qu'on assiste à une réorientation un peu de crise des priorités politiques, des agendas et aussi des budgets de l'Union, je vais le montrer tout à l'heure. Des mécanismes de gestion de crise sanitaire qui étaient déjà existants, qui avaient été amorcés en fait en 2009 au moment de la crise de la grippe aviaire, de la grippe H1N1, et puis également dans le contexte de la grippe aviaire, mais davantage centré sur la santé animale, vont être réactivés, vont être accélérés, accentués par la Commission et le Conseil, avec un certain nombre de difficultés de concertation entre États membres. Et en 2020, donc au moment de son premier discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen va carrément en appeler à la construction d'une Union européenne de la santé, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ces fluctuations dans l'intensité de l'intégration européenne en matière de politique de santé sont assez caractéristiques de la construction européenne plus généralement, de la politique des petits pas, du stop and go qui est inhérent à la construction européenne. Donc c'est pas quelque chose de véritablement nouveau. Benoît Blotin l'évoquait, puisque le projet avorté de Communauté européenne de la santé date de 1952. Concomitamment à celui de la communauté européenne. On connaît principalement la communauté européenne de défense, mais il y avait aussi un autre projet très ambitieux d'intégration en matière de santé. Et on peut même remonter en fait à la fin du 19e siècle et au début toute la première moitié du 20e siècle, toutes les initiatives internationales et régionales en matière de coopération sanitaire, on parle à l'époque d'hygiène et de santé publique, sont très massivement portées par des pays européens et constituent un des éléments de l'intégration européenne pré-institutionnalisée.
Une des difficultés majeures et structurelles en fait, de cette politique européenne de santé, Benoît l'a également rappelé tout à l'heure, réside dans le fait que institutionnellement et historiquement, la protection de la santé publique relève principalement de la compétence nationale et que l'action de l'Union européenne vient en appui. C'est ce qu'on appelle la compétence communautaire d'appui dans 4 dimensions. D'abord, protéger et améliorer la santé des citoyens européens, soutenir la modernisation des infrastructures de santé, améliorer l'efficacité des systèmes de santé européens et enfin prendre en compte les répercussions des politiques européennes sur la santé. Donc voilà, les autres politiques et les conséquences sur la santé. Autrement dit, les gouvernements nationaux restent libres d'organiser et de fournir les services de santé, se montrent d'ailleurs souvent sourcilleux contre toute atteinte à leur souveraineté dans ce domaine, d'autant que les systèmes de santé demeurent très hétérogènes, tant en termes de construction, de gouvernance, d'histoire, de financement, de réalisation. Et donc l'européanisation de la santé publique, elle s'est faite depuis le milieu des années 60, pour reprendre l'expression de Coron et Sovia, à bas bruit. C'est une européanisation, même pas de petits pas, mais véritablement officieuse, très ténue, et elle a pris la forme, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines de l'intégration européenne, d'une réglementation communautaire qui va surtout être concentrée sur le bon fonctionnement du marché intérieur et la protection du consommateur. J'en veux pour preuve les 3 principaux domaines de l'intégration européenne en matière de santé pendant plusieurs décennies: la libre circulation des médicaments, la libre circulation des professionnels de santé et des patients, et les règles relatives à l'étiquetage des produits alimentaires. L'évolution d'ailleurs de la sémantique et des rattachements institutionnels des instances dédiées à la santé est assez significative de ce rétrécissement autour des questions du marché intérieur. L'Agence européenne des médicaments, dont on reparlera tout à l'heure, qui est créée en 1995, initialement est rattachée à la DG Entreprise, et il faut attendre 2009 pour qu'elle passe sous la tutelle de la DG Santé. Les dispositifs médicaux, eux aussi, n'entrent dans le portefeuille de la DG Santé qu'en 2019, et l'actuelle DG Santé, plus précisément DG Santé et sécurité alimentaire, telle qu'elle est intitulée depuis 2014, c'est historiquement appelé, dans l'autre ordre, politique des consommateurs et protection de leur santé. Il faut attendre 92 pour qu'on inverse la santé et la protection du consommateur avec le fameux intitulé de la DG Sanco. Donc vous le voyez, cette entre guillemets commune marchandisation de la santé, elle s'oriente aussi en termes de priorité de politique de santé sur d'une part la promotion de la santé avec beaucoup de plans et de stratégies sur l'alcool, le tabac, les drogues illicites, même si maintenant la politique anti-drogue est rattachée à l'espace européen de justice dont parlait Karine, la santé mentale, l'alimentation et les activités physiques, la santé transfrontalière depuis le traité de Lisbonne en 2007 avec la surveillance accrue des menaces transfrontalières graves sur la santé, notamment l'ouverture des hôpitaux transfrontaliers, dont on va beaucoup reparler au moment du Covid, et puis les conditions permettant à un patient de se rendre dans un autre pays de l'UE pour s'y faire soigner. Le troisième et dernier volet, qui lui aussi est historique dans la politique européenne de santé, c'est la lutte contre les épidémies et les grandes maladies chroniques, donc à la fois les maladies infectieuses, mais aussi les maladies comme le cancer ou le sida, avec la mise en place d'un réseau de surveillance et de contrôle des maladies transmissibles à partir de 2011, et tous les réseaux européens de référence, notamment sur les maladies rares et complexes, qui sont un des dossiers qui a le plus avancé dans cette fameuse politique à bas bruit. Et puis il y a également 2 autres pistes qui sont très largement promues et presque de manière autosatisfaisante par les institutions européennes, mais qui en réalité, pour faire le lien avec le député, consacrent de tout petits volumes financiers et humains aux questions de santé. D'une part, le Fonds européen de développement, le FED, qui est le principal instrument de coopération avec les pays de la zone ACP et qui ne consacre que 3% de ses crédits à la santé et l'éducation, en dépit de l'importance de ces domaines dans la coopération. Et puis le programme Horizon Europe, donc H2020, avec une baisse de la part de santé qui passe de 10 à 8%, et des programmes santé qui vont surtout être ciblés sur les performances de l'industrie médicale et pharmaceutique, au détriment de la coopération avec les pays à revenus faibles et intermédiaires.
Ensuite, les ressources politiques et institutionnelles restent assez modestes. Au 1er janvier 2022, les effectifs de la DG Santé s'élèvent à un peu plus de 700 fonctionnaires, soit 2,3% du personnel de la Commission, comparativement à d'autres domaines d'intégration. Je ne parle même pas de la PAC. Les ressources financières également, consacrées à la politique de santé européenne. On est sur 0,8% du budget total de l'Union. Quand on compare avec les dépenses nationales de santé des États membres, même si elles varient beaucoup, on est évidemment dans un ratio qui est très, très inégalitaire. Le budget de la santé publique a certes été décuplé sur la programmation 2021-2027, puisqu'on passe de 450 millions d'euros à 5,1 milliards d'euros. Donc on a vraiment un bond spectaculaire avec le nouveau programme EU for Health, l'Union européenne pour la santé, mais c'est un budget qui est évidemment très, très en lien avec la réaction de l'Union européenne face au Covid et la prise de conscience des faiblesses structurelles de l'Union européenne par rapport aux crises sanitaires, avec une faible capacité de préparation et de réaction, l'absence quasiment de réserve médicale stratégique, une faible capacité de financement des politiques des États, et puis une application assez peu coordonnée du code frontière de l'espace Schengen. Vous vous rappelez la manière dont les États ont renationalisé le contrôle à leurs frontières en cas de crise, qui a été assez peu accompagné par l'Union européenne. Il y a quand même eu quelques avancées qui vont justement orienter la politique stratégique de l'Union européenne en matière de santé depuis le Covid. D'une part, la mobilisation du mécanisme européen de la protection civile et le programme Rescue, qui ont permis d'envoyer des médecins et des infirmiers dans les pays les plus touchés, notamment l'Italie. La constitution d'une réserve stratégique de matériel médical, même si elle a été très tardive, la création également d'une plateforme pour collecter toutes les données d'application de traçage, une carte épidémique européenne, et puis surtout la reconnaissance européenne des tests et des vaccins, avec la mise en place à l'été 2020 d'une stratégie vaccinale européenne qui va donner un mandat à la Commission pour acheter, vous devez vous en rappeler, les fameuses doses de vaccins pour l'ensemble des États membres. Sauf que ces négociations qui ont été menées par la Commission avec les laboratoires pharmaceutiques sont restées très opaques. Rappelez-vous les ciseaux d'Anastasie de la Commission au moment de la publication des documents. Plusieurs États ont en plus négocié en parallèle des accords avec des laboratoires européens ou nord-américains, et il y a enfin eu des retards de livraison des laboratoires. D'où cette politique EU for Health qui va être donc déployée autour de 4 objectifs principaux, dont certains sont un petit peu en lien avec les programmations pluriannuelles précédentes. Il y a eu trois programmations pluriannuelles depuis 2003. L'amélioration et la promotion de la santé, la protection des personnes, la facilitation de l'accès aux médicaments, en cas de crise notamment, et surtout le renforcement des systèmes de santé. Mais on va voir que sur ces 4 objectifs, les réalisations restent pour l'instant encore assez ténues et balbutiantes. La première conséquence peut-être directe et très institutionnelle et empirique, c'est d'abord le renforcement des prérogatives et des capacités des 2 principales agences qui existent jusqu'à présent en matière de santé. D'une part, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui a été créé juste après l'épidémie du SRAS en 2003, et puis l'Agence européenne des médicaments, qui, elle, a été créée en 1995, et puis la 3e institution qui, là, est nouvelle, qui est l'autorité de l'Union européenne consacrée à la préparation et à la réaction en cas d'urgence sanitaire, la fameuse HERA. Alors, concernant tout d'abord le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, donc c'est un centre qui, historiquement, a pour mission d'analyser et d'interpréter les données qui sont fournies par les États membres. Donc il n'y a pas un travail du centre, mais c'est vraiment un travail de collecte des données sur les maladies à déclaration obligatoire, de fournir ensuite des avis scientifiques aux États membres et aux institutions de l'UE, d'assurer la détection précoce et l'analyse des menaces émergentes, et puis d'aider les pays de l'UE à se préparer aux pandémies. Là où les missions du centre vont être renforcées par la Commission européenne depuis 2020, c'est d'abord dans la surveillance des épidémies de maladies infectieuses sur la base de normes et de définitions communes. Moi, ça m'a un peu sidéré de découvrir que ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Il n'y avait pas eu de consensus sur ces normes et définitions communes. Et surtout de mettre en place un système de surveillance épidémiologique à l'échelle de l'UE qui va s'appuyer notamment sur l'intelligence artificielle et des outils de modélisation pour faciliter l'accès aux données de santé. De formuler ensuite des recommandations
donc qui n'ont pas de portée contraignante sur les mesures à prendre pour les États, de mobiliser et de déployer donc une équipe opérationnelle qui va être pérennisée, la fameuse Task Force Santé, pour venir en aide aux États membres, et puis de mettre en place un réseau de laboratoires de référence. Du côté de l'Agence européenne des médicaments, donc l'autre renforcement institutionnel, qui donc l'agence, je le rappelle, s'occupait jusqu'à présent des fameuses autorisations de mise sur le marché des nouveaux médicaments et du contrôle des médicaments dans l'UE. Le renforcement va aller dans 4 directions. D'abord, l'examen des données d'évaluation des traitements et des vaccins au fur et à mesure de la disponibilité. Alors que les essais cliniques sont encore en cours, sans attendre donc les demandes formelles d'autorisation de mise sur le marché, ce qui a donné lieu à beaucoup de controverses, notamment dans le cas du Covid. Ensuite, la surveillance, on est sur une simple surveillance, on n'est pas sur l'anticipation ni sur les sanctions éventuelles, mais des pénuries de médicaments et des dispositifs médicaux critiques. Ensuite, des incitations. Vous voyez qu'on est toujours dans un petit peu du soft law européen. L'incitation faite aux industriels à produire davantage de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, les fameux médicaments comme l'aspirine ou le paracétamol, etc., qui sont les médicaments qui sont les plus consommés, mais qui sont très peu rentables et donc qui sont très fréquemment en rupture de stock. Et puis enfin, la mise en place de conseils scientifiques, de groupes d'experts et la production de rapports réguliers. On est quand même dans une organisation internationale qui se respecte. Et puis donc la dernière grande innovation, là, qui est vraiment une création, c'est ce projet qui est maintenant une réalité, mais qui est vraiment émergent encore, d'autorité de l'Union européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, qui s'inspire de l'autorité états-unienne, la BARDA, avec évidemment des moyens sans comparaison, et néanmoins un périmètre qui ressemble un petit peu à la BARDA, puisqu'il s'agit à la fois d'anticiper les épidémies et les maladies émergentes, mais aussi d'intégrer les menaces RNBC, donc nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, dans leur dimension transfrontière. Ensuite, il y a un autre volet très important de ce programme européen, qui est l'approfondissement de certaines politiques. Alors, je ne vais pas revenir, parce que je n'aurai pas le temps, sur le plan cancer, mais qui est quand même un plan important, ne serait-ce que budgétairement, puisque c'est un plan de 4 milliards d'euros sur 4 ans, et qui, en tout cas, pour le volet qui nous intéresse, la question environnementale, de ce que j'ai lu, touche assez peu aux dimensions environnementales, en lien avec le cancer, malgré les travaux assez nombreux désormais sur l'exposome. Et surtout, la principale innovation, qui date donc de l'hiver 2020, c'est la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne, autour de 5 axes principaux. D'abord, la révision de la législation pharmaceutique de base et toutes les réglementations sur les médicaments. Ensuite, le dialogue avec les acteurs pharmaceutiques, médicaux et les pouvoirs publics pour identifier les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et renforcer la sécurité de l'approvisionnement dans l'UE, en lien notamment avec les importations de médicaments. La troisième piste, c'est la coopération avec les autorités nationales pour la tarification, la passation des marchés, pour améliorer, en fait, diminuer le coût des traitements aux tarifs les plus prohibitifs, et pérenniser la viabilité des systèmes de santé, qui est quand même un point très sensible de l'Union européenne aujourd'hui, pas simplement, mais notamment l'Union européenne. Ensuite, donc, de créer un espace européen numérisé des données de santé. Et enfin, le soutien à la recherche pharmaceutique, notamment dans le domaine des résistances antimicrobiennes. Par rapport à tous ces objectifs officiels, ce qu'on constate, c'est que cette stratégie pharmaceutique, elle peine à démarrer, notamment parce qu'il est difficile de faire émerger une politique industrielle commune en matière de santé quand on a des États qui ont des stratégies industrielles très divergentes, un certain nombre d'entre eux ont également des poulains industriels sur le plan pharmaceutique à défendre, qui sont en concurrence eux-mêmes au sein de l'espace européen, et qu'en plus on est confronté à un triple enjeu. Aujourd'hui, un enjeu d'abord de souveraineté sanitaire, je viens d'en parler. Juste une statistique, en 1990, l'Union européenne produisait 80% des médicaments consommés en Europe. En 2020, elle n'en produit plus que 60%, et 80% des principes actifs de ces médicaments sont fabriqués en Chine et en Inde. En 2020, vous le savez, la Commission a négocié pour qu'une partie des vaccins soit produits en Europe, mais il y a un enjeu de durabilité de cette
relocalisation industrielle. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de transparence. J'ai rappelé les clauses secrètes des négociations entre la Commission et les laboratoires. On peut parler également des résultats et de l'indépendance relative de certains experts évaluateurs. Et puis, il y a évidemment un enjeu de pharmacovigilance, puisque 10% des médicaments qui circulent dans l'Union européenne sont des contrefaçons. En conclusion, puisque je vois que Karine ne me passe pas encore papier, mais ça va venir, je voudrais revenir face à des juristes, sur la base juridique de l'Europe de la santé que j'évoquais tout à l'heure, depuis le traité de Maastricht et surtout qui a été accentué dans le traité de Lisbonne de 2007 à l'article 168, qui fixe comme objectif à l'Union européenne d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la communauté. Aujourd'hui, le principal effet de débordement en fait, des politiques de santé sur d'autres politiques communautaires, ce que les politistes ont appelé le spillover dans les années 60, il est entre la santé et l'environnement, mais il reste assez marginal et très partiel, puisque là encore, il concerne principalement la protection des consommateurs au sein du marché unique, avec l'étiquetage obligatoire des produits alimentaires, avec l'usage des produits phytosanitaires, avec la déclaration des substances chimiques, et puis la régulation des perturbateurs endocriniens, et puis surtout avec un démarrage très timide de premières pistes de coopération santé-environnement sur le climat, la biodiversité et les ressources naturelles. Ces balbutiements, il me semble qu'ils s'expliquent tout d'abord par un fonctionnement institutionnel qui reste encore très en silo. On a non seulement un rapport de force assez inégal entre la DG Santé et la DG Environnement, on a beaucoup de tensions entre les deux directions générales. Je vous rappelle qu'elles se sont opposées sur la révision du règlement REACH, entré en vigueur en 2007, qu'elles se sont également opposées au moment du renouvellement de l'autorisation du glyphosate en 2017, qui a été renouvelé par un vote des États membres, dans le contexte des révélations liées aux Monsanto Papers, etc. Et que, alors que le Centre international de recherche sur le cancer, donc qui dépend de l'OMS, avait souligné le caractère probablement cancérogène du glyphosate, les deux agences européennes des produits chimiques et de sécurité alimentaire l'ont déclaré probablement peu cancérigène. Et puis qu'il y a également des interactions qui restent assez faibles entre les agences européennes de santé dont j'ai parlé et l'Agence européenne de l'environnement, qui est la seule jusqu'à présent à s'être saisie du dossier de la santé environnementale. Les agences de santé ne s'y sont pas consacrées aujourd'hui. Une des pistes, mais je n'y reviendrai pas parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière à beaucoup d'entre vous, pour, me semble-t-il, intersectorialiser les domaines de la santé et de l'environnement, réside dans l'adoption et dans justement la manière de raccrocher au Green Deal la stratégie One Health, qui est la stratégie de santé intégrée, qui va justement essayer d'intersectionnaliser la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale et des écosystèmes. Une autre piste également, c'est la stratégie de santé dans toutes les politiques, ce qu'on appelle Health in All Policies, qui entend répondre à la multifactorialité des déterminants de la santé humaine. Mais là aussi, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que pour la DG Santé, cette manière de contourner un peu le monopole persistant des États sur le fonctionnement de leur système de santé et la faiblesse institutionnelle des institutions européennes, ça a été de présenter les enjeux de santé comme une des principales préoccupations des citoyens européens. Et là, je ferai un peu le parallèle avec les réflexions qu'on a eues dans la précédente table ronde sur la démocratie, c'est la dernière page. La DG Santé, quasiment dès les premières années de son existence, a beaucoup recouru, c'est une des principale à avoir utilisé les eurobaromètres pour légitimer ses actions en interprétant la préoccupation citoyenne comme une exhortation à l'action. Elle a beaucoup présenté l'action européenne en matière de santé comme un instrument de légitimation démocratique de l'UE, mais également, et on en revient toujours un peu à la même conception, comme, je cite, une condition préalable pour améliorer les performances économiques de l'Union européenne, avec le dicton qu'on retrouve, qui est en fait assez inspiré des pays anglo-saxons des années 90, Health for Wealth. Alors, je suis désolée que le micro, ça passe pas. La santé pour ou au service de la richesse.
on est un petit peu loin de la santé pour tous. On le voit donc en toute conclusion, le bilan de la politique européenne de santé reste pour l'instant assez mince à de multiples égards en raison des faibles marges de manœuvre institutionnelles, en raison des politiques qui restent concentrées sur quelques aspects de la politique de santé, une vision assez mercantiliste et enfin un fonctionnement très tubulaire et faiblement interagissant avec l'environnement. C'est pour ça que M. Fombostier s'irrite de ce faible lien. Et puis, peut-être plus étonnamment, et là je ferai peut-être le parallèle avec ma collègue Sandrine Maillard, avec une assez faible interpénétration avec le domaine plus large de l'action et de la protection sociale. On l'a vu avec la manière de gérer les services hospitaliers ou de gérer la crise du Covid. Et je voudrais, si Madame la Présidente, vous me le permettez, terminer par les propos de la philosophe de la santé publique Caroline Guibet-Lafaille en 2010 dans un ouvrage qui s'appelle « Penser la santé ». Il ne suffit pas de distribuer équitablement des biens, des droits à la santé par exemple, pour être de ce fait équitable, mais il faut s'assurer que ces droits puissent être convertis par ceux qui en sont pourvus en possibilités réelles et concrètes de choix d'action. Voilà. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Delphine d'avoir répondu donc aux enjeux que posent et que soulèvent ces crises, et cette crise sanitaire notamment, justement, si c'est cette liberté, cette autonomie dans le choix d'action, quant aux libertés que nous pouvons exercer. J'entends aussi, avant de passer la parole à Hugo Flavier, j'entends aussi que ton observation en disant que finalement le Green Deal ne prenait pas véritablement en considération ces enjeux de santé. Alors c'est vrai que la crise sanitaire, on l'a vu par le confinement ou par les mesures, ce qu'on appelle les contre-mesures, a montré quelle pouvait être l'impact dans l'organisation de la société d'un confinement, de mesures qui, pour beaucoup, montraient leur exceptionnalité, aussi la difficulté à les accepter. On a même des travaux de recherche qui ont été financés immédiatement par notre État, l'ANR, sur l'acceptation sociale. Cette concomitance était assez intéressante. Bref, en tout cas, ce que je retiens ici, c'est que et là, j'utiliserai un terme de modèle de politiste, de la façon dont la crise sanitaire a été gérée, nous a montré comment l'Union européenne pouvait modifier ses modèles de gouvernance, les modifier ou les mobiliser, puisque on voit bien que cette question de santé, qui n'était pas du tout absente de la construction européenne, puisqu'il s'agissait bien en réalité d'identifier d'emblée, notamment dans la réalisation du marché intérieur, la question de la santé comme un motif d'intérêt général pouvant justifier des dérogations à l'exercice de liberté de circulation et donc au fonctionnement normal du marché. Et ce que cette crise sanitaire peut nous apprendre aussi, c'est comment les questions d'intérêt général, et là je reviens sur ce point à ce qui a été dit dans la première table, comment ces questions d'intérêt général doivent aussi être menées non pas de façon dérogatoire et exceptionnelle, mais se pose la question du niveau de justification et de légitimité de l'exercice et de la protection de ces considérations essentielles que sont évidemment la santé et leur lien avec l'environnement. Dernier point sur cette question-là de ce que j'entends immédiatement, mais on ouvrira bien sûr le débat avec la salle, c'est la question de l'évaluation. Donc, non seulement, l'Union européenne a développé des agences pour coordonner des actions, alors même qu'elle n'en avait pas la compétence. Et par contre, elle avait la compétence de coordonner ces actions via, justement, des agences dont l'autonomie pourrait discuter sur certains points, mais qui, pour la plupart, sont composées d'experts, avec la question intéressante de la place des experts, justement, dans la gestion de cette crise, n'est-ce pas ? Et c'est là où j'en viens au colloque auquel je n'ai pas pu assister, mais qui avait l'air passionnant. C'est justement sur la question de comment mesurer la menace. Et c'est un peu ce qu'a et donc la question du colloque sur l'évaluation environnementale qui a lieu il y a une semaine, je crois, c'est ça. Comment mesurer la menace ? Et là, on a vu que l'Union européenne était en mesure, via le PCP, à chaque fois j'oublie le nom exact, parce que, cette agence de coordination aussi de ECDC, oui pardon, à chaque fois je confonds avec un groupe de musique. Donc le CDC, qui est cette agence qui justement va récolter les données et qui nous a permis donc d'établir des indicateurs sur la base desquels nos gouvernements ont pu eux-mêmes justifier le développement de leur politique. Donc je crois qu'en tout cas, si
Cette question n'est pas directement traitée par le Green Deal. Ça permet d'en mesurer précisément ses failles, ses écueils, alors même que la gestion de la crise sanitaire nous a montré la pertinence aussi de l'Union européenne pour se saisir de la coordination ou en tout cas de la réponse à une menace, ou ce qui a été considéré comme une menace pour notre santé, sans se départir bien sûr des questions sur lesquelles tu terminais quant à l'exercice de nos libertés. Et je passe immédiatement la parole à Hugo Flavier, qui va nous présenter, qui est la rue de Tâche, de nous présenter la question du Green Deal face à la guerre en Ukraine. Hugo Flavier est un spécialiste de ces questions, et donc je l'écoute, et nous l'écoutons tous désormais attentivement. Merci Madame la Présidente, merci Karine et merci Benoît, merci Benoît de me permettre d'avoir travaillé sur ce sujet qu'est le Green Deal. Puis comme cela a pu être dit, moi aussi j'ai des boîtes noires, des trous noirs, chacun les siens. Le droit de l'environnement, le droit de l'énergie, c'est très intéressant sans doute, mais on peut pas être partout. Et donc là, voilà, je n'y connais pas grand-chose. Donc je pense que sur ce sujet, vous en connaissez déjà beaucoup plus que moi. En revanche, je travaille, comme ça a été dit, sur les relations extérieures de l'Union européenne et aussi sur une zone un peu plus spécifique, les pays post-soviétiques, Russie, Biélorussie, Ukraine. Et donc, on va essayer de voir la conjonction de ces trois éléments, les relations extérieures de l'Union européenne, cette zone post-soviétique et le Green Deal. Donc, on va essayer de faire cela et je voudrais commencer par une petite, pas une revue de presse, mais voilà, des petites extraits de presse qui sont arrivés où, lorsque l'on voit les conséquences de la guerre, bien évidemment, on regarde la presse, on voit, malgré les engagements climatiques, il y a des centrales à charbon, une relance sur le nucléaire, inauguration d'un gazoduc, on importe le gaz d'un autre pays ex-soviétique, l'Azerbaïdjan, etc., etc. Et on voit que c'est une question vraiment qui entre en confrontation avec, apparemment, en tout cas, avec les objectifs revendiqués dans le Green Deal dès la communication de la Commission de 2019. Alors, avant de voir un petit peu ce sujet-là, remontant un petit peu quelques années auparavant, pas trop loin, mais un petit peu sur le contexte antérieur, pour vous dire et vous rappeler que ce contexte de contentieux énergétique entre l'Ukraine et la Russie, et donc indirectement entre la Russie et l'Europe, n'est pas quelque chose de nouveau. La Russie qu'a-t-elle fait? Je vous ai mis une coupure de presse, enfin en tout cas une capture d'écran d'un titre d'un journal russe qui était traduit en anglais. Et vous voyez, c'est surligné en jaune, ça date de janvier 2009. Donc c'est pas quelque chose de récent. Il y a eu toute une série de crises de gaz qui a été utilisé par la Russie comme un moyen de pression politique en 2005-2006, en 2008-2009 pendant l'hiver. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rationalité avec laquelle la Russie utilise les questions énergétiques sont une rationalité éminemment politique, pas forcément économique. Et ce qui est logique avec la façon dont fonctionne le pouvoir russe, où vous allez avoir une prééminence de la décision politique sur à peu près tout, en réalité, sur évidemment le droit, sur l'économie et parfois même sur la réalité factuelle. C'est une faction classique dont fonctionnent les régimes autoritaires. Le politique envahit tout. Et vous avez des ouvrages d'ailleurs d'un politiste qui a travaillé sur le capitalisme des copains, c'est un titre traduit, et sur Gazprom, comment elle a été mal gérée avant que la guerre ne survienne. L'Union européenne n'est pas restée inerte face à cela. Vous avez eu des réactions, un règlement en 2010 qui est la conséquence directe de l'utilisation du gaz par la Russie en 2008-2009, qui a été approfondi et amélioré en 2017, relatif à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et qui vise, on en a entendu parler dans les médias, à fixer les trois niveaux d'alerte, les trois niveaux d'alerte en cas de risque d'approvisionnement critique de l'Union européenne en gaz. Et donc ça, c'est directement lié à l'action de la Russie. La réaction de l'Union européenne, c'est la réaction d'un ensemble avec aussi parfois un acteur qui est parfois un trouble-fête, à savoir l'Allemagne, qui a un comportement en
en ce domaine, assez peu coopératif et assez peu solidaire, en fait non solidaire. Ça a été considéré comme tel directement par la Cour de justice dans cette affaire connue que vous avez sans doute déjà vue dans vos cours en droit de l'énergie. Enfin, je sais pas. Bon, non, pas encore. Bon, ok. Donc, dans une affaire importante, alors, où l'esprit de solidarité énergétique devient un principe de solidarité énergétique, dans une affaire donc Allemagne contre Pologne, et donc l'Allemagne a été considérée comme ayant violé ce principe de solidarité. Donc voilà le contexte. Revenons-en à ce pacte vert et aux enjeux internationaux. Je ne vais pas vous rappeler ce qui a déjà été très bien fait et précisé, expliqué sur ce dont il s'agit dans ce pacte vert, mais voir un petit peu les questions internationales qui sont envisagées par ce Green Deal. Et en réalité, si vous regardez la communication de 2019, dès 2019, vous avez bien évidemment, vous n'avez pas de naïveté de la part de la Commission, la prise en compte des enjeux politiques et géopolitiques des questions relatives au pacte vert et notamment aux questions énergétiques. Je vous ai mis quelques extraits. L'Union veillera tout particulièrement à soutenir ses voisins immédiats, ce qui rentre en réalité lorsqu'on regarde le Green Deal et qu'on lit l'accord d'association conclu avec l'Ukraine. Il y a une grande cohérence là-dedans et ça s'imbrique tout à fait bien. Autre petit extrait. La transition écologique va redéfinir la géopolitique, donc elle le dit, elle en est consciente, et puis elle va même au-delà, puisqu'elle le dit. Alors c'est tout petit, ça n'est pas majeur, ce qui est logique aussi, et puis comme cela a été dit, lorsqu'on lit ce pacte vert, on ne peut être que d'accord. La question climatique devient une partie intégrante des relations extérieures de l'Union, notamment, nous dit-elle, dans le contexte de la PSDC, donc de politique de sécurité et de défense commune. Donc là, c'est pas simplement la politique étrangère, c'est la sécurité et la défense. Donc c'est l'aspect dur de la politique étrangère. Donc on a un peu cette balance-là avec ce pacte vert qui s'intègre très bien dans une conception assez idéaliste des relations extérieures. Alors, l'Union européenne, ça n'est pas que idéaliste, ça n'est pas naïf, il y a de tout, il y a un équilibre, je crois. Mais en tout cas, ce pacte vert va très bien dans cette conception idéaliste où on a une action extérieure qui est guidée par le droit, par un certain nombre de valeurs, par le multilatéralisme, qui s'oppose un petit peu avec, en tout cas qui est heurté de front avec par ce que l'on voit aujourd'hui, la guerre, où on a en Ukraine, où on a l'usage de la force, la prévalence des intérêts nationaux, on va voir ce qu'il en est à ce propos en matière énergétique notamment, et des réactions unilatérales. Donc, vous avez dans ce pacte vert des considérations politiques, de politique étrangère qui sont tout à fait visibles, et la guerre en Ukraine va ne faire qu'accélérer cela, et la première accélération, elle a lieu avec l'adoption des sanctions. En réalité, la confrontation entre la politique étrangère de l'Union, le Green Deal et la guerre en Ukraine, ça a été les sanctions, et notamment le volet énergétique des sanctions. Donc assez rapidement, dès le début, dès les premières vagues de sanctions, vous allez avoir des sanctions qui vont interdire l'investissement dans le domaine de l'énergie, le transfert de technologies liées au secteur de l'énergie, mais tout de même un certain nombre d'exclusions. Alors les sanctions, spécifiquement celles qui concernent la Russie, c'est un nombre de documents tout à fait colossal, c'est gigantesque, donc on ne peut pas maîtriser toutes les sanctions, et puis en plus il faut être technicien pour vraiment tout comprendre dans les sanctions. Je veux dire, il faut être un ingénieur en aéronautique, en physique, en chimie, etc. pour bien les maîtriser. Donc personne ne peut la maîtriser, et moi non plus. Mais voilà, donc je tiens à le préciser. Mais il y a quand même quelques éléments que l'on retrouve avec l'uranium, notamment l'uranium russe, qui n'est pas visé. Notamment en raison des demandes qui ont été faites par la France, la Hongrie, la Slovaquie ou la Finlande. L'Allemagne aurait, alors d'après ce que j'ai lu, n'était pas contre d'intégrer c'est l'interdiction de l'importation de l'uranium russe dans les sanctions. Ensuite, vous allez avoir toute une série de petites exclusions consacrées qui concernent directement l'énergie. Dans les sanctions adoptées le 15 mars 2022, il est prévu qu'on maintienne la possibilité d'une assistance technique
ou d'une aide financière si l'activité est, nous dit la décision, là c'est la décision PESC, que l'activité est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique. Donc voilà, on s'arrange quand même avec la Russie sur ce plan. Cela vaut aussi pour les investissements et on l'a exclu, donc on a exclu l'exclusion pour le charbon, où là, au final, le charbon sera interdit d'importation pour l'Union européenne. On continue dans les petites exclusions. Alors vous voyez, c'est dans la décision du 21 juillet 2022, c'est l'article 4, nonies bis, paragraphe 5 bis, donc il y a un paquet de bis, de nonies dans les sanctions, c'est long à comprendre. Donc là, une demande qui vient probablement de la Grèce, où il est prévu que les navires qui ont changé de pavillon, qui étaient autrefois russes et qui ne le sont plus, peuvent continuer à accéder à un port de l'Union européenne si notamment cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l'achèvement de projets liés aux énergies renouvelables. Donc on a là encore une spécificité environnementale qui essaye, on le voit, il y a ça qui est derrière, qui essaye de prendre en compte les impératifs du climat et derrière lui le Green Deal. Enfin, dernière vague de sanctions, celle du 6 octobre, où je vous ai pris simplement un extrait de l'exposé des motifs de la décision de sanction. Et l'un des enjeux qui n'est pas encore réglé était celui du plafond des prix en matière énergétique, en matière gazière. Il est prévu dans cet exposé des motifs que ce plafond ne porte en rien atteinte aux dérogations permettant à certains États membres de continuer à importer du pétrole brut et des produits pétroliers en provenance de Russie. À quoi fait référence cette nouvelle exception ? C'est à une exception à importation du pétrole en venant de Russie, des exceptions à géométrie et à géographie même variable. Oui. Puisque vous allez avoir chaque État qui a ses propres dépendances, qui a son propre mix énergétique, et il est très compliqué d'imposer une décision qui soit d'égale application dans tous les États. En tout cas, l'effet de la décision n'aura pas le même impact. Vous avez donc de nombreuses périodes transitoires avec des exclusions. Et dans les médias, au printemps, c'est une sanction qui date du 3 juin de 2022, on a vraiment focalisé sur la Hongrie, et on comprend pourquoi, avec la question de l'état de droit et même du libéralisme politique en Hongrie. Mais en réalité, vous voyez, les pays concernés par toutes ces exceptions sont assez nombreux. Vous avez là la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, où l'importation du pétrole par oléoduc reste possible. La Bulgarie, c'est possible jusqu'au 31 décembre 2024 par la voie maritime. En Croatie, jusqu'à fin 2023 pour le gazole sous vide. Bon, voilà. C'est pas ce qu'est le gazole sous vide, mais c'est ce qui est écrit. Voilà, je fais le bon élève. En février 2023, on va maintenir, on va permettre jusqu'à cette date le transfert de gaz vers des États tiers. Ça sera interdit en 2023. Bref, on a une vraie géographie variable, en plus des exclusions préalables qui rendent la chose compliquée. Et on se rappellera, on mettra en balance tout cela avec la résolution qui a été votée par le Parlement européen dès le début de l'offensive russe, le 24 février. Le 1er mars, le Parlement européen nous souligne la nécessité de maintenir une approche cohérente sans aucune dérogation induite par des intérêts sectoriels ou nationaux. Or là, on voit bien que, contrairement aux vœux du Parlement européen, et sans grande surprise, il y a eu de nombreuses dérogations induites par des intérêts sectoriels et nationaux. Donc, là, on a le volet mesures restrictives. Ensuite, on a une autre réaction de l'Union européenne face à la guerre qui va véritablement, de manière plus positive, intégrer les enjeux du Green Deal. Alors, cela a été magnifiquement introduit par Karine. Dans cette action de l'Union, vous avez une communication qui a été adoptée très rapidement après l'invasion russe, communication du 8 mars 2022.
communication conséquente. Donc je suppose qu'il y avait eu un travail préalable et qu'il y a eu des aménagements de dernière minute qui ont été faits suite à la guerre en Ukraine. Mais là, vous avez des mesures positives qui sont prises, en tout cas qui sont souhaitées, pour mettre en place une énergie plus abordable, plus sûre, plus durable dans tout un tas de domaines énergétiques, que ce soit le gaz, le méthane, les énergies vertes, etc. Haute communication, celle de juillet 2022, qui là, elle va se focaliser sur la demande. Non pas, donc on ne va pas changer l'approvisionnement, mais une communication qui s'intitule « Des économies de gaz pour se préparer à l'hiver ». Donc là, on va mettre l'accent sur la demande, et ça a entraîné l'adoption d'un règlement, le 5 août 2022, alors qui repose sur une base juridique 122, donc politique économique et monétaire. Donc l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir l'Union européenne qui va mobiliser une base juridique de politique économique et monétaire. Et donc l'idée, c'est que, alors symboliquement, c'est que c'est la solidarité politique économique, la solidarité économique, pardon, qui va venir essayer de contribuer à une solidarité énergétique, en tout cas à faire en sorte que nous soyons tous solidaires et que nous n'ayons pas trop froid l'hiver. Quelques observations sur tous ces actes qui ont été adoptés en un temps record. L'idée, c'est que on change de dépendance au gaz, que l'on ne soit plus dépendant, en tout cas, de la Russie à l'horizon 2027. Me semble-t-il aussi, c'est qu'à travers ce Green Deal, et c'est ce qui m'a été, ce que j'ai un peu découvert en travaillant pour cette communication, car oui, j'ai travaillé quand même pour cette communication, je tiens à le préciser, je n'y connaissais rien. Mais c'est que on va avoir un point nodal où vous allez avoir une conjonction des disparités. Disparités énergétiques, disparités de politique nationale, disparités de choix économiques énergétiques nationaux, disparités géographiques liées à la disparité du régime des sanctions. Et puis vous avez une disparité aussi, je l'ai mis après, du point de vue de la temporalité. On a recours à des périodes transitoires différentes selon les États. Transitions qui viennent s'ajouter aux transitions prévues par le Green Deal avec les horizons 2030 et 2050. Tout cela qui se heurte à deux logiques, qui est la logique de marché et une logique de guerre, qui est celle à laquelle l'Union européenne, sans prendre part à cette guerre, est confrontée. Pour terminer sur cette communication, quelques réflexions générales et conclusives. Alors, une petite réflexion dont je vous fais part aux spécialistes de l'environnement et de l'énergie, parce que j'avais eu une discussion avec un ami qui travaille sur ces questions-là, c'était l'an dernier, où moi, je n'étais pas particulièrement choqué par le terme souveraineté énergétique. Lui, il m'avait dit non, parce que ce n'est pas l'Union européenne qui fait le choix de son mix énergétique. Bon. D'accord. Alors là, justement, avec ce Green Deal, je me dis que là, l'Union européenne incite, influence, et va combiner avec les sanctions, quand même, mine de rien, on va se priver d'un certain nombre de ressources énergétiques. L'Union européenne va imposer un choix énergétique, directement ou indirectement, aux États membres. Et donc là, parler de souveraineté énergétique, alors moi ça ne me choquait pas, mais visiblement ça pouvait le faire, ça pouvait choquer. Là, ça me paraît plus possible. Et donc, la guerre conjuguée au Green Deal fait qu'on a vraiment une Union européenne qui envisage la question de sa souveraineté et de sa souveraineté dans son versant énergétique. Et enfin, là, je vais rejoindre ce qui a été dit au tout début, en introduction notamment, sur le rapport au temps long. Et justement, faire une petite jonction entre ce qui se passe ici en Europe et ce qui se passe en Russie. C'est que, alors sans connaître ces questions liées au droit de l'environnement et au droit de l'énergie, c'est que quand même, on est face à un discours européen qui pense à l'avenir. Ça fonctionne pas. Mais c'est un discours européen qui se projette, qui est à l'opposé d'un discours russe, qui, lui, est encapsulé dans un passé, la guerre 39-45, 41-45, et dans un présent, en fait. C'est un discours, quand on regarde les médias, où on n'arrive pas à se projeter. Alors,
ce qui est quand même assez dramatique, puisque vous allez avoir un pouvoir qui n'a rien à offrir, un pouvoir qui peut-être est symboliquement sans avenir, puisqu'il n'y a pas un discours sur l'avenir. Ça veut dire que lui-même se considère peut-être comme n'ayant pas beaucoup d'avenir. Et là-dessus, vous allez avoir la société qui est là. Et pour vous donner un exemple, le seul discours sur l'avenir qu'il y a, c'est celui-ci. Alors n'ayez pas peur, c'est du cyrillique, mais c'est un article il y a 2 jours et que je mets ici à dessin. Donc ça vient de la revue Medusa, qui est une revue indépendante qui est hébergée à Riga. Donc qui a découvert qu'il y avait un programme de réforme un petit peu des programmes de l'enseignement universitaire pour la rentrée 2023. Où il est prévu une sorte d'enseignement de l'idéologie russe, c'est mis entre guillemets. Et en gros, l'idée c'est quoi ? Eh bien, c'est que il y a un Occident pourrissant, un Occident qui pourrit. Et face à cela, vous allez avoir, nous, en Russie, on a un futur grandeur, un grand futur, un beau futur, avec l'idée de la grandeur. Le seul avenir, c'est celui de la grandeur. Je sais pas si ça suffit. Je sais pas si, en tout cas, le Green Deal, quelles que soient les critiques qui ont été émises, et notamment par Benoît Biteau, et ce que je peux comprendre en tant que spécialiste, mais quand même, je voudrais terminer sur cette note optimiste, c'est que, eh bien, on réfléchit sur l'avenir et sur notre avenir. C'est quand même pas partout pareil, et c'est quand même quelque chose de bien. Voilà, merci.